Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va débriefer ce Grand Prix des États-Unis ensemble en passant par un débrief en images où on va s'intéresser aux faits marquants de ce Grand Prix puis ensuite par les tops et les flops. Et là, pour être totalement honnête avec vous, je suis entre incompréhension et excitation pour cette fin de saison. Je vais vous en parler bien évidemment. Sur ce, eh bien, on va passer cette intro assez rapidement puisque j'ai énormément de choses à vous dire. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir et faire grandir cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de laisser votre petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on est parti. Donc on est parti pour le débriefing de ce Grand Prix. Un petit mot quand même sur la course sprint qui s'est déroulée le samedi, une course sprint remportée par Max Verstappen, donc une très grosse surprise hein, on va dire. Le rythme de la Red Bull était quand même très très bon hein, lors de la journée du samedi. Au niveau de la grille de départ, eh bien c'est très simple. Lando Norris est venu chercher la pole position face à Max Verstappen et à Carlos Sainz, donc une fin de Q3 perturbée par une sortie de piste de George Russell. D'ailleurs c'est l'une des premières fois où aucune des deux Mercedes rentre dans le top 15, donc George Russell va devoir s'élancer depuis la voie des stands et Lewis Hamilton depuis la 17e place. Et on est parti les amis pour le départ de ce Grand Prix à Austin. Et un départ extrêmement agressif pour tous les pilotes puisque Leclerc va prendre directement la tête de ce Grand Prix. Il va plonger face à Max Verstappen. Le grand perdant ça va être Lando Norris, hein, Lando Norris qui va perdre 3 positions au départ. On peut voir également à l'arrière un petit état-queue de la part d'Esteban Ocon avec dû à un accrochage avec Alexander Albon. Au deuxième tour, nous avons déjà la première safety car et le premier fait de course puisque Lewis Hamilton eh bien, va se retrouver dans le bac à gravier dû à une erreur. Il va tout simplement perdre sa monoplace dans le 3e secteur. C'est déjà fini pour le septuple champion du monde. On avance maintenant de quelques tours puisque au 5e tour, après la safety car, eh bien, la course est relancée. Leclerc se relance plutôt bien d'ailleurs face à Max Verstappen. On arrive aux alentours du 14e, 15e tour. Alors je ne vous en ai pas parlé, mais au niveau des pneumatiques, eh bien, tous les pilotes jusqu'à la 15e place s'élançaient en pneus médium. On peut retrouver quelques pilotes en pneus hard, tels que Colapinto, Liam Lawson ou même George Russell. Donc aujourd'hui, en fait, la grande question était de savoir quand est-ce qu'il fallait arrêter les pilotes. Est-ce qu'il fallait tenter un seul arrêt, 2 arrêts. Donc on revient maintenant à la course. Au 14e tour, on apprend que George Russell s'est pris 5 secondes de pénalité pour avoir poussé Valtteri Bottas en dehors des limites de piste. Je rappelle qu'il y a eu énormément de pénalités aujourd'hui dues à ces fameuses limites de piste. Au 22e tour, nous arrivons sur les premiers arrêts au stand des leaders et c'est au tour de Carlos Sainz de venir chausser les pneus durs. Il ressortira juste derrière Perez. L'objectif pour Sainz est clair. Il faut tenter l'undercut sur Max Verstappen. D'ailleurs, Max Verstappen s'arrêtera 4 tours plus tard, au 26e tour, pour les pneus durs également. Il sera suivi par Charles Leclerc un tour plus tard. Charles Leclerc qui ressortira juste derrière les deux McLaren qui ne se sont toujours pas arrêtés. D'ailleurs, Charles Leclerc ne fera qu'une bouchée de Oscar Piastri au 31e tour de course pour récupérer la 2e place. Au 31e tour de course toujours, Norris va venir s'arrêter. Il ressortira à la P5. Un tour plus tard, c'est au tour de son coéquipier de venir s'arrêter. Puis ensuite, les amis, on aura quelques petites batailles à droite à gauche que j'évoquerai dans la partie top flop, mais on aura vraiment une certaine stabilité au niveau des écarts. On pourra voir que Charles Leclerc va plutôt bien gérer son rythme devant son coéquipier, mais la grosse bataille qui nous aura fait plaisir jusqu'à la fin de ce Grand Prix, c'est celle entre Verstappen et Lando Norris, puisqu'au 44e tour de course, Norris se retrouve à 1 seconde de Max Verstappen et après plusieurs tours, plusieurs attaques au 47e, 48e, 49e, 50e tour de course, les deux pilotes nous ont donné une véritable chorégraphie, c'était magnifique à voir. Et au 52e tour de course, Max Verstappen, qui je le rappelle avait 6 tours de plus sur ses pneus, ne pouvait pas tenir. Norris tente de le dépasser, Max Verstappen va essayer de défendre tant bien que mal, les deux vont sortir en dehors de la piste, mais Verstappen ne réussira pas à garder sa position. Norris récupérera la P3. Alors à ce moment-là, on a pu écouter énormément de radio, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais la question était la suivante, est-ce qu'il y a un risque de pénalité pour Lando Norris? Eh bien oui, puisqu'au 55e tour de course, pénalité de 5 secondes pour Lando Norris, il perdra donc sa 3e place au profit de Max Verstappen. Et au bout de ces 56 tours de course,
aujourd'hui à Austin. Victoire de Charles Leclerc et doublé Ferrari. Victoire de Charles Leclerc qui s'impose devant son coéquipier Carlos Sainz, suivi par Max Verstappen sur le podium. Donc pour bien commencer avec les top flops, il faut savoir que exceptionnellement pour ce Grand Prix, vu que c'est un Grand Prix de reprise, je vais couper les top flops en 3 parties différentes. Dans un premier temps, je vais vous montrer les évolutions, puisque comme je vous l'avais annoncé lors de la vidéo preview, beaucoup d'écuries ont pu rapporter des évolutions. Dans une seconde partie, eh bien, on va, je vais vous donner tout simplement les tops et les flops de ce Grand Prix, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et dans une troisième et dernière partie, nous allons revenir sur Lando Norris et Max Verstappen, puisqu'on a quand même une bataille pour le championnat du monde. Et ce qui s'est passé à la fin de ce Grand Prix, il faut bien sûr que je vous en parle. Donc, au niveau des évolutions, très très simple, je vous montre le tableau. Il n'y a eu que 2 écuries qui n'ont pas rapporté d'évolution ce week-end, Ferrari et Williams. Et c'est d'ailleurs la meilleure des transitions pour parler du premier top. Je vais bien sûr parler de Ferrari et de cette incompréhension que j'ai. Et en même temps, c'est du génie, je trouve, de la part de Ferrari, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous explique. Alors, comme vous avez pu le voir dans le tableau des évolutions, eh bien, Ferrari a été l'une des seules écuries à ne pas avoir rapporté d'évolution. Et pourtant, on a un doublé Ferrari à la fin de ce Grand Prix avec une très très belle victoire de Charles Leclerc. Alors, d'où vient cette performance? Comment une SF24 sans aucune évolution a pu prendre l'avantage sur des écuries telles que McLaren, Red Bull, Mercedes qui, eux, ont rapporté des évolutions? Eh bien là, pour ma part, c'est tout simplement du génie de la part de la Scuderia Ferrari et je trouve que ce choix de ne pas avoir rapporté les évolutions qu'on attendait, comme par exemple le nouveau plancher ou même le nouvel aileron avant, puisque oui, Ferrari avait prévu ces évolutions pour Austin, un nouvel aileron avant beaucoup plus agressif qui ressemble à celui de la McLaren, qui est logiquement un petit peu plus flexible. Et bien pourtant, sans cet aileron avant et sans ce nouveau plancher, la Ferrari a été l'une des monoplaces les plus performantes pendant tout le week-end et ça s'est vu même dans la gestion des gommes, notamment lors de la course sprint. On a bien pu voir une différence, je trouve, entre Ferrari et les autres écuries à ce niveau-là. Donc Ferrari rapporte aujourd'hui un doublé, et là où j'en reviens au fait que pour moi c'est du génie de ne pas avoir apporté des évolutions aujourd'hui, c'est que sur une piste aussi complète que Austin, sur une piste qui te donne énormément d'informations sur ce que tu as bien fait, sur ce que tu as mal fait, Ferrari voulait tester les améliorations qui avaient été rapportées à Monza. Et aujourd'hui, grâce à Austin, sur une piste encore une fois extrêmement complète où tu as énormément de réponses, Ferrari repart donc de Austin avec la confirmation que le package qui avait été rapporté à Monza fonctionne très très bien. Et là, c'est une confirmation qui va faire beaucoup de bien à la Ferrari, puisque là, au Mexique, ils pourront potentiellement rapporter leur nouveau plancher et le nouvel aileron avant, tout en sachant que le package de Monza fonctionne. Donc voilà, c'est pour ma part, c'est du génie de la part de Ferrari d'avoir pris ce risque de ne pas rapporter d'évolution. Et en plus, là, il y a le doublé à la clé. Si je reviens sur la course de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, alors pour Charles Leclerc, ça a été une petite promenade, on va dire. La victoire arrive en grande partie grâce à son magnifique départ. Il profite du cafouillage entre Verstappen et Lando Norris pour se hisser à la première place. Il va s'arrêter au 27e tour de course. Il ressortira juste derrière les McLaren qui ne s'étaient toujours pas arrêtés. Il va récupérer sa première position et il va plutôt bien gérer son rythme jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Et également pour Carlos Sainz, très très bonne stratégie, lui qui va s'arrêter beaucoup plus tôt quand même que Leclerc au 22e tour de course, tout simplement pour tenter l'undercut sur Max Verstappen, un undercut qui va fonctionner et qui va lui permettre de récupérer la P2 provisoire à ce moment-là. Ferrari qui marque de très très gros points ce week-end, 55 points pour être précis, 12 points pour la course sprint et 43 points pour la course principale. Ils reviennent à 8 points de Red Bull pour la 2e place au classement constructeur. Magnifique opération pour Ferrari qui mérite les tops amplement. Autre pilote que je vais mettre dans les tops, je vais bien sûr vous parler de George Russell. George Russell qui a fait une superbe remontée aujourd'hui. Je rappelle qu'il s'est lancé depuis la voie des stands dû à un crash en Q3. Dès le premier tour de course, il dépasse Esteban Ocon qui a eu un petit incident avec, même un gros incident d'ailleurs avec Alexander Albon. Il profite au même moment de l'abandon de son coéquipier et surtout de la safety car pour rattacher le peloton. Puis ensuite, il va venir dépasser
dépasser Stroll, Albon, Bottas. Il se prendra d'ailleurs 5 secondes de pénalité pour avoir emmené Bottas en dehors de la piste sur son dépassement. Et après avoir dépassé Liam Lawson, il se retrouvera sous la pression de Sergio Pérez jusqu'à la fin de ce Grand Prix, mais il réussira à tenir sa P6. Russell qui sauve, on va dire, un petit peu les meubles pour Mercedes. Mercedes qui n'a pas vraiment été sur le meilleur des week-ends, notamment vis-à-vis de Lewis Hamilton. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Autre pilote et même autre écurie que je vais bien sûr mettre dans les tops, on va bien sûr parler de Haas. L'écurie américaine a rapporté énormément d'évolution et je rappelle qu'il y avait quand même une très très grosse bataille au constructeur entre Haas et Racing Bulls. Et une bataille là pour le moment qui est à l'avantage de l'écurie américaine puisque Haas vient de reprendre 2 points d'avance sur Racing Bulls et passe désormais à la 6e place au constructeur. Donc très très belle performance de Nico Hülkenberg et également très très belle performance de Kevin Magnussen qui n'aurait pas démérité de rentrer dans le top 10. Voilà, il s'arrête à la 11e place mais il a fait dans l'ensemble un plutôt bon Grand Prix. Kevin Magnussen qui a été moins chanceux notamment sur la stratégie, il a dû s'arrêter 2 fois et son premier arrêt est arrivé beaucoup trop tôt. Prochain top, on va parler de Liam Lawson. Alors Liam Lawson qui partait avec une pénalité sur la grille, je le rappelle, une pénalité de 5 places pour des changements d'éléments sur sa monoplace. Donc une pénalité de 5 places qui ne va pas durer longtemps, puisque dès le départ il va gagner 5 positions. Il va venir dépasser Alonso pour la P11 au 12e tour. Ça va être d'ailleurs l'un des derniers pilotes à s'arrêter. Liam Lawson qui était à peu près sur la même stratégie que Colapinto. On part en pneu dur, on essaie d'aller le plus loin possible. Pour ma part, c'est la meilleure stratégie à faire pour ceux qui partaient un petit peu de trop loin. Il part en hard, il garde un très très bon rythme. Il ressortira d'ailleurs juste devant Yuki Tsunoda et Pierre Gasly et il terminera cette course à la 9e position. Donc très très belle 9e place pour Liam Lawson. Liam Lawson qui, je le rappelle, est scruté de très très près par Red Bull, notamment sur son combat face à son coéquipier Yuki Tsunoda. Donc là, je pense que ces points vont lui faire le plus grand bien pour son retour en Formule 1 et même pour la suite de cette saison. Et autre pilote que je vais mettre dans les tops, ça sera d'ailleurs le dernier top aujourd'hui et c'est mon pilote du jour. Franco Colapinto, les amis, Franco Colapinto, mais quelle performance du pilote argentin. Donc très très bonne course de la part de Franco Colapinto, je rappelle qu'il s'est lancé depuis la 16e place aujourd'hui quand même, il termine à la 10e position, il rapporte 1 point pour Williams, donc très très bon Grand Prix de sa part et même très très bonne stratégie de la part de Williams. Déjà son dépassement le plus marquant, je pense que c'est celui sur Fernando Alonso au 23e tour de course qui lui permet de rentrer dans le top 10. À partir de ce moment-là, on se demande s'il faut le faire rentrer au stand puisqu'il est parti en pneus durs, on le laisse en piste pour peut-être avoir un meilleur rythme sur les pneus médiums en fin de course. Williams va faire le bon choix de le laisser en piste. Il s'arrête au 40e tour de course. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que Pérez a galéré pour dépasser Colapinto, même en pneus usés. À 10 tours de l'arrivée, avec ses pneus médiums frais, il dépasse Pierre Gasly. Il essaye tant bien que mal de se hisser également à la hauteur de Liam Lawson, mais il n'arrivera pas à le dépasser. Donc encore une fois, très très bonne performance de la part de Franco Colapinto, qui s'affirme de plus en plus chez Williams et qui montre de très très belles qualités depuis son arrivée en Formule 1. En tout cas, on espère que ça va continuer sur cette lancée. On en a terminé pour les tops. On est parti désormais pour les flops. Déjà, premier flop, je vais mettre Alpine. Alpine, pourquoi? Puisque je suis dégoûté, franchement, de la performance d'Alpine aujourd'hui, surtout pour Pierre Gasly. Pierre Gasly qui partait 6e, qui méritait beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux qu'une 13e place aujourd'hui. Le choix stratégique pour Pierre Gasly a été pour ma part ce qui a ruiné sa course. Il s'arrête déjà beaucoup trop tôt, faut le dire, il part en pneu médium. Dès le 19e tour, il s'arrête pour les durs. D'ailleurs, c'est l'arrêt au stand qui lui coûte très très cher. 6,9 secondes d'arrêt, c'est inadmissible. Vraiment, c'est inadmissible quand tu peux peut-être jouer la 6e, 7e, 8e place. Franchement, il va falloir s'améliorer sur ce point concernant Alpine. Donc un arrêt qui lui coûte très très cher, il ressortira derrière Kevin Magnussen. Vu qu'il s'est arrêté trop tôt, et bien ses pneus ne vont pas tenir jusqu'à la fin de ce Grand Prix, donc il va voir Colapinto ou même d'autres pilotes tels que Kevin Magnussen remonter sur lui. Donc il sort du top 10 logiquement à la fin de ce Grand Prix. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour Pierre Gasly. Pour Esteban Ocon, c'est à peu près pareil, sauf que lui c'est au premier tour de course, surtout au premier virage, qu'il y a eu un incident avec Alexander Albon. Il va directement partir
en tête à queue, donc il va perdre donc 8 places, voilà, dès le départ. Une stratégie un peu différente de celle de Pierre Gasly, il va énormément allonger le relais pour re-rentrer au stand à la fin de ce Grand Prix pour l'étendre, oui, pour aller chercher le point du meilleur tour, pour l'enlever surtout à Williams, puisqu'à ce moment-là c'était Colapinto qui l'avait. Ça c'était plutôt une bonne idée, je trouve, d'enlever ce point à Williams. Williams c'est 17 points au constructeur, Alpine c'est 13 points. Ça a été pour ma part un bon choix de faire rentrer Esteban Ocon à ce moment-là, surtout qu'il ne pouvait pas forcément jouer grand-chose jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Cette Alpine avait l'air de plutôt bien s'en sortir avec les évolutions, c'est dommage, c'est vraiment dommage, puisque je pense qu'il y avait moyen de marquer de très gros points si Alpine ne s'était pas foiré sur la stratégie et sur l'arrêt au stand de Pierre Gasly. Autre flop que je vais mettre, bien sûr, Yuki Tsunoda. Alors le Yuki Tsunoda que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas énormément plu, ça m'a fait penser à l'ancien Yuki Tsunoda qui se laisse un petit peu trop submergé, on va dire, par ses émotions. C'est plutôt dommage, hein, parce qu'il avait plutôt bien commencé ce Grand Prix, hein, c'était quand même plusieurs places de gagner sur le départ. Il va faire la même erreur que Pierre Gasly, il va s'arrêter un petit peu trop tôt dans ce Grand Prix, du moins Racing Bulls va l'appeler un petit peu trop tôt, au 18e tour, voilà, donc ça a été beaucoup plus compliqué par la suite, il s'est pris 5 secondes de pénalité, et à partir de ce moment-là, je pense qu'il est totalement sorti de ce Grand Prix, donc il va partir en tête à queue, et sa course sera déjà terminée à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de course terminée, eh bien parlons de celle de Lewis Hamilton, hein, que je vais mettre également dans les flops. Bon, c'est une erreur qui arrive, hein. C'est une erreur qui arrive, il y a eu énormément de changements de réglage. Je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo preview, mais c'est très dur de trouver les bons compromis, et je pense que ça a été le cas, hein, pour Lewis Hamilton qui perd totalement sa monoplace. Pour ma part, c'est plus dû à la monoplace, puisqu'on a pu le constater avec George Russell tout au long du week-end également, hein, surtout pendant la Q3. Je pense qu'il était très difficile pour Mercedes de trouver les bons compromis en termes de réglage, et ça s'est vu pendant tout le week-end sur la W15, que ce soit celle de Lewis Hamilton ou celle de George Russell. Donc la Mercedes était l'une des voitures les plus rapides dans le deuxième secteur avec la grande ligne droite. Peut-être que exactement c'est ce compromis d'avoir une meilleure vitesse en ligne droite qui a coûté en fait à Lewis Hamilton un certain appui nécessaire pour au mieux négocier, eh bien, ce troisième secteur où, je le rappelle, la traction est primordiale. Donc je vais quand même le mettre dans les flops, hein, bien sûr, même si je ne juge que la course du dimanche pendant tout le week-end. Il faut dire quand même que le week-end de Lewis Hamilton ou même de Mercedes en général n'a vraiment pas été bon. Alors on en a terminé pour les top flops, maintenant parlons de Lando Norris et de Max Verstappen. Alors les deux pilotes n'ont pas connu un Grand Prix ultra facile, hein, faut le dire. Lando Norris qui partait en pole position s'est vu à la 4e place dès le premier tour de course, donc un départ assez musclé, hein, entre lui et Max Verstappen. Je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix. Verstappen a eu une stratégie assez similaire, je trouve, à celle de Charles Leclerc. Il s'arrête au 26e tour de course. Malheureusement pour lui, il se prend l'undercut face à Carlos Sainz. Lando Norris, lui, à ce moment-là, il se retrouve 4e dès le premier virage, donc il va allonger le relais, et au 32e tour de course, eh bien, il va venir s'arrêter pour mettre les pneus durs, ce qui va nous donner une bataille entre Norris avec des pneus plus frais et Max Verstappen, une bataille qui sera juste grandiose, mais ce qui aura marqué, eh bien, exactement cette bataille, eh bien, c'est cette pénalité qui est arrivée pour Lando Norris. Je rappelle que cette pénalité a eu un énorme impact, hein, puisque Norris a quand même perdu sa 3e place face à Max Verstappen. Chacun va juger cette pénalité comme il le souhaite. Bien sûr que tout le monde aura un avis différent, je vous demanderai juste de rester respectueux quand même dans les commentaires. On peut donner notre avis sans pour autant se tirer dessus. Moi, de ce que je peux vous dire, eh bien, pour ma part, et après avoir revu certaines images, et surtout après avoir comparé avec d'autres situations similaires, je trouve sincèrement que la FIA a été un petit peu trop sévère, mais pas seulement qu'avec Lando Norris, mais avec énormément de pilotes. Je m'explique. Alors déjà, si on regarde cette action un petit peu plus en détail, elle est arrivée aux alentours du 52e tour de course, donc on peut bien constater que Lando Norris essaye de dépasser Max Verstappen via l'extérieur. Verstappen essaye tant bien que mal de garder sa position en poussant Lando Norris vers le large. Ils vont tous les deux d'ailleurs sortir de la piste à ce moment-là. On peut le voir, hein, très facilement avec exactement cette ligne. Norris, en allant un petit peu plus au large, va gagner un avantage certain sur Max Verstappen, puisqu'il va beaucoup mieux réaccélérer à ce moment-là et donc prendre cette 3e place. Si on analyse pourquoi, eh bien, la FIA a donné cette pénalité, eh bien, je pense que c'est assez simple et assez clair à comprendre. Cette pénalité s'est jouée tout simplement sur la position des pilotes
avant d'entrer dans ce fameux virage, puisque là, comme on peut le constater, Max Verstappen est en avance sur Lando Norris, donc Max Verstappen a l'avantage sur sa manœuvre face à Lando Norris. Donc là, je comprends, on va dire, le raisonnement de la FIA. Le pilote qui arrive en avance à l'entrée du virage est avantagé par rapport au pilote de derrière. Et là où je comprends encore plus le raisonnement de la FIA, c'est quand je regarde exactement cette action. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Verstappen arrive en avance, Verstappen est favorisé sur la manœuvre de défense ou de dépassement. Et c'est pareil pour Bottas et George Russell. George Russell arrive un petit peu en retard sur Bottas. Résultat, Russell a reçu également une pénalité. Donc, vous voyez, je comprends ce raisonnement de la FIA, mais il y a une partie de moi-même qui me dit que c'est quand même un peu abusé. Je pense personnellement que la FIA a un petit peu tout mélangé et que il y a certaines choses qui ont été oubliées, vraiment des aspects qui ont été négligés lors de certaines actions. Si, par exemple, je vous parle de l'action du premier tour, alors je sais que certains vont m'en parler, parce que c'est une action un petit peu similaire à ce qui s'est passé au 52e tour de course. Après, pour ma part, ça reste quand même un peu différent. On est sur un départ. Certes, Lando Norris part en pole position, mais Max Verstappen rattrape plutôt bien vers l'intérieur. Donc c'est assez compliqué de savoir qui a l'avantage. Et même en plus, derrière, c'est à peu près similaire entre Piastri et Alonso. Donc c'est assez dur à juger. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec cette pénalité, si je vous remets l'action entre Russell et Bottas, Russell, il prend une pénalité puisqu'il a forcé Bottas à aller à l'extérieur de la piste. Donc là, dans ce cas de figure, Russell se prend une pénalité pour avoir tassé Bottas en dehors de la piste. Eh bien, pourquoi pas Max Verstappen également? Pourquoi Max Verstappen ne s'est pas pris de pénalité? Puisque là, Lando, il ne se retrouve pas au large tout seul. C'est Max Verstappen qui l'emmène. Donc vous voyez, cette action est quand même très très difficile à juger. La seule différence qu'il y a entre Verstappen et Russell, c'est que Verstappen lui est sur une phase de défense, Russell est sur une phase d'attaque. Peut-être que ça a dû jouer dans la décision de la FIA. Mais bon, cette action est encore une fois très très dure à juger. Je comprendrai totalement ceux qui sont d'accord avec cette pénalité, comme je comprendrai totalement ceux qui ne sont pas d'accord avec cette pénalité. Moi, si je vous donne mon avis personnel, ça va être extrêmement court. Moi, je suis contre ce genre de pénalité puisque c'est trop dur à juger déjà de 1 et de 2. Il n'y a pas qu'un seul fautif pour ma part. Certes, Lando est trop agressif sur sa manière d'attaquer, mais Verstappen est également très très agressif sur sa manière de défendre. Donc je pencherai plus pour ne pas donner de pénalité dans ce genre de situation. En tout cas, vous me direz les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, s'il vous plaît, dans le respect, on respecte la vie de chacun. Est-ce que selon vous il y a pénalité? Est-ce qu'il n'y a pas de pénalité? Je rappelle que cette pénalité aura peut-être, on ne sait pas, hein, un impact jusqu'à la fin de cette saison, puisque Lando a perdu de très très gros points sur Max Verstappen. Les deux pilotes méritaient bien sûr le podium, et ça va encore plus envenimer, on va dire, les choses jusqu'à la fin de cette saison. En tout cas, les amis, cette vidéo arrive à son terme. N'oubliez pas de me laisser vos top flops comme d'habitude dans les commentaires, me donner votre avis par rapport à cette action. Est-ce qu'il y avait ou non une pénalité pour Lando Norris? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez une très très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.